C'est bon, on est en direct. Coucou tout le monde, coucou YouTube, coucou le chat qui arrive. On va laisser le temps au chat d'arriver. Je suis en compagnie d'Abdel qui bosse maintenant pour Starkware et d'Amir qui est CTO de Massa, un Layer 1 qui n'est pas encore sorti, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne de Coin Academy, qui a justement une approche entre le monolithique et modulaire. On va avoir l'occasion d'en parler, mais qui en tout cas va essayer de tenir cette fameuse décentralisation qui sera le sujet d'aujourd'hui. La décentralisation, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Donc, je laisse le temps aux gens d'arriver dans le chat d'ici 3-4 minutes. Donc, voilà, si vous êtes sur la rediff, vous pouvez zapper un petit peu pour rentrer dans le dur. De toute façon, en description et dans les commentaires, je vous mets à chaque fois le programme pour que vous puissiez sauter directement au sujet qui vous intéresse. Et c'est parti. Allez, j'envoie le tweet de mon côté. Merci beaucoup, Abdel et Damir, d'être présents, en tout cas, sur ce talk. Merci à toi pour l'invitation. Je vois que ça a lancé le direct il y a seulement quelques secondes. J'espère que mon record, ça ne m'aura pas charcuté l'intro. Ouais. Au pire, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Je vais reprendre le titre du coup, au cas où que ça ait charcuté. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est la décentralisation et pourquoi c'est important. Coucou tout le monde, coucou Cryptologique, coucou Soulia. Je teste un nouveau programme d'ailleurs pour regarder le chat de mon côté. Il est 100 fois meilleur. C'est pas mal. J'ai vu des Américains utiliser ça, la Chatterino, c'est stylé. Vous le voyez, vous, le chat via l'outil ou pas? Ouais, moi je vois. Ouais. C'est bon? Ouais, ok, ouais, super. Ouais, il faut aller dans Comments. Ouais. Parfait. Comme ça, au moins, on n'est pas en mode cours magistral. Yes. Donc, on va vous représenter un petit peu. Je fais la présentation à chaque fois. Je vais commencer par Damir, donc CTO de Massa. Donc, Damir, toi, tu es très préoccupé depuis l'année 2017 sur cette question de décentralisation parce que tu as pu voir un enchaînement de nouvelles blockchains qui essaient de pousser les performances justement en sacrifiant la décentralisation et donc de facto la sécurité. Parce qu'en réalité, dans le trilemme de la blockchain, on parle de décentralisation, sécurité, scalabilité, mais je pense que la sécurité et la décentralisation, pour moi, ça va ensemble. Hein. Après, vous pourrez me contredire, mais je pense qu'il y a un lien qui est important. Il n'est pas... On va dire qu'il y a quand même des petites différences, mais c'est très lié. On va dire que si un système est centralisé, il est au plus aussi sûr que l'ordinateur sur lequel il tourne. Ouais, tout simplement. L'ordinateur ou le serveur. Et donc, je vous représente Abdel, donc anciennement Consensus. Il a bossé 4 ans là-bas. Donc, Consensus, c'est l'entreprise privée qui fait une bonne partie des développements pour le protocole Ethereum. Voilà. Donc, il a bossé sur Ethereum tout simplement pendant 4 ans. Il a bossé sur l'intégration de IP 1559, qui est une des plus grosses mises à jour du protocole Ethereum pour revoir le modèle de frais notamment et éviter d'avoir des surprises quand on veut appuyer sur le bouton payer et puis on se rend compte que le frais de transaction a absolument explosé à cause d'une grosse charge sur le réseau Ethereum. Ensuite, il s'est baladé sur plein de réseaux différents pour tester. Donc, voilà, hein, Polygon, Solana, BSC, Avalanche, etc. Beaucoup de Cosmos. Et puis, au final, il est revenu à la maison, il est revenu sur Ethereum. Et donc, aujourd'hui, il bosse pour une entreprise qui s'appelle Starkware, qui a été fondée par Eli Ben Sasson, je crois. Et un autre bonhomme dont je ne me souviens plus le nom, qui se sont spécialisés dans une intégration précise. Ouais. Ori, ok, ça marche. Voilà, ils se sont spécialisés dans une intégration spécifique de ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proof, qui est une technologie qui, sur le papier, existe depuis au moins 30 ans, mais qui, dans les faits, ne commence que à se démocratiser parce qu'on commence à avoir enfin des ordinateurs retail, on va dire, qui sont performants, alors qu'avant, c'était plutôt un truc pour des super ordinateurs. Donc, Abdel ou Damir, si on devait résumer très rapidement le Zero Knowledge Proof, c'est quoi et ça sert à quoi? Ok. Alors, déjà, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle toujours de ZK Rollup, etc. Mais en réalité, la plupart du temps, on parle de Validity Rollup qui peuvent ou pas être apportés du Zero Knowledge. Mais en réalité, c'est deux choses différentes. Donc, ça veut dire qu'on va distinguer deux choses qui est prouver l'intégrité des calculs. Donc, être capable de dire, il y a une entité qui est un prouveur, il va exécuter un programme, générer une preuve, l'envoyer à un vérificateur qui va vérifier la preuve et du coup être sûr mathématiquement que le calcul a été fait de manière intègre. Ça, c'est une chose. Et après, il y a la partie zero knowledge qui est oui ou non, je vais cacher les entrées du programme qui me permettent de faire le calcul. Parce que c'est-à-dire qu'avec du zero knowledge, on est capable même de masquer les entrées du programme et d'apporter de la privacy, etc. Oh non. Mais c'est pas forcément Première lié. coupure ou c'est mon réseau? Ah, je pense que c'était ton côté. Moi, j'ai pas eu de coupure avec Damien, du coup. Excusez-moi, bon, tant mieux.
D'accord. Tant Ouais. mieux. Ça n'a pas coupé, toi, Je peux pour reprendre. moi, ce que je disais? Ouais, ok. Non, moi, ça marchait. Ouais, ok. Super. Et donc, la partie zero knowledge est à décorréler de la partie validity proof, mais bref, c'est pas très grave. On parle de zk-rollup. Et en gros, c'est une technique qui va permettre de scaler Ethereum ou un autre layer one. Donc là, tu as parlé tout à l'heure du trilemme de la blockchain, décentralisation, sécurité, scalabilité. Donc Ethereum, si on résume, on est bien sur deux composantes, la décentralisation et la sécurité, et on pêche sur la scalabilité. Donc le débit de transaction et aussi l'accessibilité des transactions en termes de frais. Et donc l'idée de ce qu'on appelle la modularité, c'est de se dire on ne peut pas avoir les trois sur une même couche. On abandonne cette idée, donc on se concentre sur optimiser deux des composantes, à savoir la décentralisation et la sécurité, et on va déléguer cette fonction d'exécution à une autre couche, et c'est là qu'interviennent les zk-rollup, et en gros, on va décentraliser l'exécution. Yes. À savoir que les Zero Knowledge Proof, on en a vu la couleur pour la première fois avec Zcash, c'était en 2015 ou en 2016, je crois, dans l'écosystème crypto. L'intérêt à l'époque, c'était de permettre des transactions dites shieldées, c'est-à-dire des transactions qui sont intraçables de l'extérieur. Exactement. Donc, on n'était Et pas sur d'ailleurs, une problématique de scalabilité à l'époque. pour la petite histoire, oui, c'était vraiment privacy. Pour la petite histoire, Eli Ben Sasson, donc le cofondateur de Starkware et cofondateur de Zcash. Donc, yes, voilà. je sais. Je sais. Et Zcash, au final, qui fait partie des altcoins qui ont pas très bien performé sur les deux derniers bull runs. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. En fait, on a eu une mode pour parler prix très rapidement. Hein. Je sais que ça intéresse des gens dans le chat. On a eu une mode des crypto-monnaies anonymes, mais c'est vraiment Monero qui revenait en boucle parce que c'était privacy by design avec une technologie qui est totalement différente d'ailleurs. Parce que Zcash, on exploite les zero knowledge proof, donc d'une certaine façon, c'est mieux. Sauf que toutes les transactions ne sont pas anonymes. C'est vous qui choisissez au moment de la transaction de payer plus cher et de la rendre anonyme. Tandis que sur Monero, c'est ce qu'on appelle de l'obfuscation de transaction, c'est-à-dire quand vous émettez une transaction, il y a un premier mélange. Ensuite, dans le réseau, il y a un deuxième mélange. Et avant que ça arrive au destinataire, il y a un troisième mélange. Donc, il y a 3 couches de mélange, un petit peu comme sur Tor d'ailleurs, histoire de rendre la transaction théoriquement intraçable. Mais là-dessus, je mets une grosse réserve sur le intraçable parce que je pense que des spécialistes de l'analyse on-chain ont trouvé des petites combines, mais ils ne les ont pas dit publiquement. Je pense à CipherTrace notamment, qui est une entreprise qui a été rachetée, je crois, par Mastercard et qui aujourd'hui s'occupe pour le compte de Mastercard du retraçage de transactions on-chain. Cette boîte-là a, je crois, déposé des brevets pour dire qu'ils étaient capables de retracer Monero. Donc voilà, on en revient au Zero Knowledge Proof qui, en plus de la scalabilité, donc c'est ce qu'on peut voir à l'écran ici, ça peut permettre aussi l'anonymat des transactions ou choisir à la carte ce que tu souhaites diffuser à tout le monde ou non. Donc ça a des avantages aussi. Ouais. Mais comme tu dis, hein, je pense qu'on est loin de voir encore l'avènement de l'importance de la privacy dans la blockchain. Ce sera encore une nouvelle vague qui arrivera. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas du tout. Hein. Peut-être qu'il faudra encore 5 ans de plus pour que les gens considèrent à quel point c'est important. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Damir, mais je pense qu'on est très loin de réaliser l'impact. Il y a pour l'instant des barrières un petit peu technologiques à ça également. C'est-à-dire se mettre d'accord à beaucoup de personnes très rapidement sur des données en commun et d'agir dessus rapidement en voyant tous la même vision de ces données-là. Le tout sans jamais révéler ce que les autres ont, le tout sans jamais en fait révéler quoi que ce soit des calculs qui sont faits, etc. Pour l'instant, ça nous échappe un petit peu en termes de technologie. On s'y approche doucement, mais on a quand même des problèmes de performance, notamment des problèmes de synchronisation de cette connaissance. Et je pense que ces barrières, dès qu'on arrivera à les dépasser technologiquement, théoriquement, là, on pourra discuter de ce genre de privacy by design généralisé pour les smart contracts. Je pense que tu as raison. J'ajouterais à ça que pour moi, il y a 2 dimensions. Donc, tu as raison, les barrières techniques. Mais je pense que même en termes d'appétence des utilisateurs et de l'importance qu'ils accordent à la privacy, on n'y est pas encore. Et en fait, on va constater, je pense, que l'un va entraîner l'autre. C'est-à-dire que quand il y aura une demande du market pour plus de privacy, les verrous vont se briser les uns après les autres parce que c'est toujours un effort de là où on va consacrer les ressources. Tu vois, c'est pareil, par exemple, pour Starknet. Tu vois, la privacy, on sait qu'on peut le faire grâce au Stark. Mais comme disait Eli, la demande du market, elle n'est pas encore extrême pour qu'on la mette directement dans Starknet. Donc, ça se fera via les layers 3. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, ça dépend aussi de l'appétence du marché. Et toute une question tout est drivé par les ressources, tu le sais. Donc, en termes de priorité, voilà, on va ouais. Si jamais le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. On n'hésitera pas à vous répondre. C'est le but.
Voilà, on va essayer de faire une session d'1 heure et d'aborder plein de sujets. Moi, sur la partie privacy, et après on va revenir sur la décentralisation, je pense que le problème, il est surtout réglementaire finalement. Il est surtout réglementaire. On a peur de se faire taper dessus. Pendant le bear market 2018, 2019, 2020, bon, bah, tu avais Monero, tu avais Zcash, mais tu avais aussi Dash, hein, par exemple. Dash qui a inventé les masternodes, les transactions quasi instantanées et les transactions, on va dire, anonymes de la même façon que Monero parce que c'est du coin mixing. Dès que les régulateurs ils ont commencé à dire bon, bah, tout ce qui est crypto-monnaie anonyme, on va vous tomber dessus, Dash a changé de plan de communication et a commencé à dire non, nous on fait juste du cash électronique, on fait pas du cash anonyme, etc. Donc c'est la frayeur pour les protocoles. Si jamais les fondateurs du protocole sont doxés, donc sont publics pour ceux qui nous écoutent, et c'est la frayeur aussi pour les exchanges qui ont peur de se faire taper dessus. Voilà. Sauf que je pense qu'on y reviendra à un moment donné. Pour revenir sur cette histoire de décentralisation, on s'était noté plein de choses en off. Il faut bien comprendre que la décentralisation, c'est un spectre. C'est-à-dire qu'il faut bien définir qu'est-ce qui est centralisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que c'est important aussi. Donc, qu'est-ce qui est important aujourd'hui en termes de décentralisation? Tu as le protocole, voilà. Donc, qui assure le bien du protocole? Bah, tu as des développeurs qui l'améliorent. Tu as des validateurs de blocs ou des mineurs qui s'occupent de faire fonctionner le réseau. Tu as aussi, bah, dans le cas des validateurs de blocs, les détenteurs de jetons qui ont la possibilité parfois de déléguer leurs jetons. Donc, ça peut être intéressant de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je ne sais pas à quel point le chat vont réussir à nous suivre. On va commencer par la base, Bitcoin. Bitcoin, initialement, répond à quelle problématique? C'est de proposer du cash électronique. Ce n'est pas de la réserve de valeur, ce n'est pas toutes les cochonneries qu'on peut entendre. À la base, le white paper, c'est Electronic Cash System. Donc, comment? Eh bien, en faisant un réseau qui soit suffisamment distribué, décentralisé, on va dire ça comme ça. C'est deux mots différents, mais là, en l'occurrence, ça va bien ensemble. Pour que, en fait, eh bien, un régulateur ou un acteur privé ne puisse pas attaquer une entité et tuer le réseau. En fait, tant qu'il y aura des serveurs qui feront circuler le Bitcoin, par Internet, par satellite, par voie radio, que sais-je, Bitcoin continuera d'exister. Donc, en fait, dans le cas de Bitcoin, cette décentralisation, elle sert à quoi? Elle sert pour lutter contre la censure, pour la possession d'un actif qui a de la valeur. Et cette valeur, d'ailleurs, qui a été définie par le marché parce que la valeur n'est pas certifiée par un État ou une banque centrale. Voilà, donc ça, c'est le cas Bitcoin. Et le cas Bitcoin, encore aujourd'hui, si tu t'adresses à un maximaliste qui a bien fait ses devoirs, il te dira que Bitcoin, c'est la monnaie. C'est pas du traitement de smart contract, du computing décentralisé, etc. C'est vraiment la monnaie, donc l'unité de compte, l'intermédiaire des échanges, la réserve de valeur, parce que ça reste quand même une des propriétés de la monnaie. Et aussi, en l'occurrence, dans le cas de Bitcoin, bah, c'est un réseau aussi, comme Visa, Mastercard, Swift, etc. Et ça se cantonne à ça. Tandis que dans le cas d'Ethereum, on va quand même beaucoup plus loin. On est dans j'aime bien dire le decentralized everything, c'est-à-dire enlever l'intermédiation pour toutes sortes de choses. Pour du computing, pour des services, pour l'Uber dans la blockchain, le Airbnb dans la blockchain, etc., etc. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et donc, on arrive au débat du jour. C'est justement des performances, être capable de proposer une multitude de services sans avoir à sacrifier la décentralisation. Oui, tout à fait. Par exemple, on peut peut-être dire que Ethereum a tout d'abord essayé de résoudre ça au sein d'une même couche, donc être capable d'avoir tout, essayer d'optimiser toutes ces composantes au sein d'une même couche, et c'est pour ça que le VM a été créé et qu'elle fait partie du protocole Ethereum en tant que tel. Bon, il y a des bitcoiners qui vont dire que depuis le début, ils savaient que ça ne marcherait pas. Bon, au moins, là, on le sait de manière pratique et pragmatique, empirique. On a essayé pendant des années d'optimiser voilà, des performances, etc. On voit que, comme tu l'as dit de tout à l'heure, il y a d'autres Layer 1 qui se sont créés derrière, qui revendiquaient des meilleures performances, mais à quel prix? Et à quel prix? Très souvent, c'était au prix d'un sacrifice de la décentralisation. Donc, ce que tu disais, c'est important sur le côté de la décentralisation, c'est un spectre, c'est clairement un spectre.
En fait, c'est pas binaire du tout, la décentralisation. Il y a plein de composantes. Tu l'as dit, donc il y a la gouvernance du protocole, la distribution de la richesse, la répartition des nœuds géographiquement, le contrôle des gens qui sont capables de créer des blocs, les développeurs, etc. Donc, en fait, on peut pas, je veux dire, un système oui ou non décentralisé, c'est un spectre, il faut mesurer sur différentes composantes. Il y a des tentatives de mesurer ça de manière objective, on pourra peut-être en parler. Mais voilà, tu as raison d'insister sur le fait que c'est un spectre. Et il faut faire l'effort à chaque fois sur une blockchain qui revendique des choses, de voir ce qu'elle sacrifie en contrepartie et de voir à quel point elle est décentralisée sur le spectre, justement, en fonction des différentes composantes. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est aussi la validation des blocs. Il faut bien comprendre que d'une blockchain à une autre, le mécanisme n'est pas forcément le même. Sur Bitcoin, tu fais du mining, tu as besoin d'hardware, tu as besoin d'énergie. Voilà, ça a été pensé comme ça. Parce que l'énergie, c'est une ressource qui est finie. Ce n'est pas quelque chose que tu crées d'un simple clic gauche sur ton ordinateur. Donc voilà, tu dois être obligé d'accumuler de l'énergie, donc de dépenser pour pouvoir participer au réseau. Là où dans un système en proof of stake, preuve d'enjeu, ou preuve d'enjeu déléguée, dans les deux cas, la validation, elle se fait parce que tu mets en jeu une quantité d'argent. Et dans le cas d'Ethereum, parce que ce n'est pas le cas de Cardano, par exemple. Si tu joues au petit malin et que tu es un validateur de blocs malveillant, tu prends le risque de te faire retirer une partie ou la totalité de l'argent que tu mets en jeu. Et donc, du coup, tu n'as pas d'intérêt économique à le faire théoriquement parce que ça te coûte trop cher. Et j'insiste sur le théoriquement parce qu'il peut y avoir une autre théorie où en fait, tu as effectivement un intérêt économique à tuer un réseau parce que peut-être que tu peux parier à la baisse sur le prix du jeton de ce dit réseau. Donc, tu peux avoir un coût pour attaquer ce réseau qui est, je dis une bêtise, de 1 million, mais peut-être qu'en shortant ce réseau, tu as plusieurs millions à gagner et donc, à ce moment-là, tu dois faire la balance entre ce que ça te coûte et ce que tu as à gagner. Donc ça, c'est super intéressant de le comprendre. Ouais. Et de manière générale, dans la sécurité IT aussi, comme des labos d'audit, etc., ils vont faire une analyse, ils vont toujours compter en termes de ressources. Combien ça va te coûter en temps et en énergie pour un attaquant. Et en fait, tout l'enjeu de la sécurité, c'est que ça soit suffisamment coûteux en ressources pour que l'attaquant abandonne et attaque un autre système, en fait, en gros. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours raisonner en termes de ressources, en compte de ressources. Il y a aussi un aspect aussi qu'on oublie ici, c'est que même si en théorie, l'objet est décentralisé, par exemple une layer 1, mais qu'autour, il se passe des choses qui font que les gens rentrent en collision. Par exemple, on ne sait pas, peut-être que tous les validateurs ont un channel Telegram à côté et se parlent dessus. C'est un exemple qui est arrivé récemment. Et là, on perd en fait toute mesure de décentralisation. On sort du modèle de sécurité du système parce que les gens se parlent. Le modèle de sécurité de la décentralisation de base, c'est il y a deux types d'acteurs. Un type, c'est les gens qui sont, on va dire, rationnels, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler entre eux, mais ils vont chercher à maximiser leur propre gain. C'est-à-dire que s'il faut dévier du protocole pour maximiser leur propre gain, sans parler aux autres, ils vont le faire. Ça, c'est une typologie d'acteurs. Et l'autre typologie d'acteurs, c'est les attaquants. Eux, ils sont tous en collusion, ensemble, et leur but, c'est de casser le système, coûte que coûte, même s'ils perdent de l'argent dans le process. Donc, tout système qu'on analyse, on doit l'analyser dans le cadre de ces deux typologies d'acteurs. Et malheureusement, c'est de plus en plus difficile à définir parce que si on prend une Layer 1, par exemple, qu'il y a des channels Telegram qui regroupent tous les validateurs autour, s'il y a, je ne sais pas, une Layer 2 sur laquelle on va, par exemple, incentiver les gens qui vont, dans la Layer 1, créer des blocs qui excluent les transactions émises par une certaine entité, là, on a mis en place une censure par la Layer 2 de la Layer 1. Et plus généralement, si on a une Layer 2 ou même une DeFi, les smart contracts, dans lesquels on a une market cap plus élevée que la market cap du token natif qui sert pour le stake, par exemple, et ben, on sort du modèle de sécurité de la Layer 1. On est en train de casser la Layer 1, en fait. Ah ouais, c'est... Ok, donc si on devait donner un exemple, imaginons que le protocole Curve ou AAV monopolise plus de valeur que le protocole Ethereum, il pourrait y avoir une tentative d'attaque en créant une sorte de corruption par l'argent sur ces protocoles pour tenter d'attaquer le protocole principal qui est Ethereum quand il sera en proof of stake. C'est ça que tu es en train de nous dire. Hein. Tout à fait. C'est intéressant. C'est intéressant. Par contre, on peut peut-être dire qu'il y a une petite mitigation de ça.
c'est que sur un layer 1, pour utiliser les services qui vont accumuler de la valeur, comme tu vas payer la commodité qui est le gaz avec le token natif, ça mitige un peu quand même ce que tu dis. Mais tu as raison, hein, c'est totalement possible. Mais c'est un peu mitigé dans le fait que l'usage est quand même payé. C'est pour ça, tu as raison de le préciser, parce que ça soulève l'importance capitale d'avoir un modèle de fees qui est adapté, en fait. Parce que justement, si tu as un modèle de fees qui n'est pas adapté, tu peux te faire cannibaliser beaucoup plus facilement par l'écosystème qui se construit sur toi. Et typiquement, voilà, des modèles comme Solana, etc., qui ne sont pas capables de tenir la charge parce qu'ils ont un modèle de fees qui n'est pas adapté. Et leur seule solution qu'ils envisagent parfois, c'est de la censure. Donc, on voit à quel point un modèle de frais qui n'est pas adapté, ça peut poser des dérives sur la décentralisation. Qui s'envisage. On va donner du détail sur Solana, qui revient souvent en boucle sur cette question de centralisation, décentralisation. En fait, pourquoi en début de live, on disait que la décentralisation et la sécurité, ça va ensemble? Dans le cas de Solana, c'est très clair. Solana a un système de frais qui diffère d'Ethereum, Bitcoin et compagnie. C'est un système de frais qui est fixe, quelle que soit la demande. Donc, ça veut dire que s'il y a une très, 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 très forte demande, comme le frais il est très bas, tout le monde peut se permettre d'y aller de sa petite enchère et de spammer le réseau. Et dans certains cas, comme le cas des mints des NFT, il peut être intéressant de vraiment spammer le réseau pour minter un max de NFT, parce que dans le lot de tous ces NFT, on va choper des NFT qui sont rares, plutôt que d'acheter les NFT sur le marché secondaire. Donc la problématique ici, dans le cas de Solana, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une collection de NFT à succès, ou à potentiel succès d'ailleurs, qui sort, le réseau se fait spammer, donc le réseau devient instable, voire il chute. Et quand il est absolument irrécupérable, eh bien, ce qui se passe, on en parlait en off avec Damir, c'est qu'il y a une cooptation entre les plus gros validateurs de blocs de Solana pour dire, bon, bah voilà, on va faire passer une nouvelle mise à jour sur le réseau, on va tous redémarrer la machine et ça va repartir. Sauf que, en fait, ça veut dire que ces gens-là ont le pouvoir de couper le réseau. Et potentiellement, c'est jamais arrivé et c'est pas l'accusation que je me permettrais de faire, mais potentiellement faire passer une mise à jour un petit peu malveillante sous couvert du bienfait du réseau. Et c'est pour ça que la décentralisation, elle est importante ici, parce que c'est pas normal que plein de gens qui stockent de la valeur sur un réseau, donc leur argent, leur avenir potentiellement, soit dans les mains d'un petit groupe de personnes qui décident si le réseau doit fonctionner, doit être coupé, doit être mis à jour de telle façon, etc. etc. C'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai qu'en fait, il faut se dire que si tu as le pouvoir de le faire pour faire du bien, tu as aussi le pouvoir de le faire pour faire du mal. Et en fait, dans le spectre, tu as aussi le cas inverse et qui soulève le principe de la souveraineté, qui est de dire, et ça, beaucoup de bitcoiners le disent, c'est qu'en fait, des fois, c'est peut-être acceptable d'avoir des éléments qui sont un peu plus centralisés si tu as le pouvoir de ne pas les utiliser. En fait, si c'est un opt-in et que c'est un choix d'utilisateur, bah, des fois, c'est acceptable. En fait, l'exemple qu'ils vont donner, c'est les pools de minage. Les pools de minage, en fait, s'ils se mettent d'accord, en fait, ils peuvent concentrer le pouvoir, etc. Mais en fait, les mineurs, ils ont le pouvoir de débrancher, de ne plus l'utiliser. Ou alors, voilà, utiliser des services qui sont plus centralisés. Mais si tu peux forcer, si tu as une solution de sortie, une porte de sortie, des fois, c'est un peu plus acceptable. Donc, il faut aussi prendre en considération la souveraineté et à quel point l'utilisateur a le choix dans le spectre de décentralisation. Petit message de SafeBlock, on parle de la BSC, c'est pire que Solana. Bah, tout à fait. La Binance Smart Chain, c'est 21 nœuds validateurs, bientôt 41, mais ça reste effectivement un nombre très très limité. Donc après, est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'on peut dire, voilà, à partir d'un certain nombre, c'est safe? Oui et non. Damir? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'avait dit Abdel. Tout est d'estimer le coût d'une attaque. Une attaque est toujours possible. Ça, c'est quelque chose qui est admis. C'est pour ça qu'on parle de sécurité pratique. C'est-à-dire qu'en pratique, il faudrait investir tel nombre de milliards pour casser le système. C'est pas rentable, donc personne ne va le faire. On admet que c'est bon. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment faut parler là-dedans. Et combien de nœuds, par exemple, il faut? Là, dans l'état actuel des choses, ça dépend du modèle de sécurité qu'on utilise. Si on est dans un modèle où la ressource est la puissance de calcul, par exemple du proof of work, il faut vraiment faire attention aux aspects hardware d'une part et aux aspects énergie d'autre part. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir 10 000 nœuds, il faut qu'on ait des nœuds suffisamment bien répartis dans le globe. Il ne faut pas qu'ils soient tous sur le même hardware, parce que s'il y a un backdoor dans le hardware, etc., c'est pas bon. C'est vrai. Et ce qu'on voit actuellement, par exemple, c'est que les plus gros mineurs, les plus gros producteurs de machines de minage, ils attendent que leurs machines soient obsolètes pour les vendre sur le marché, et d'ici là, c'est eux qui s'en servent.
Donc, on a du mal à estimer vraiment ce problème parce qu'on a un monopole presque complet sur la production de matériel. Donc, pour moi, le proof of work, c'est extrêmement difficile d'estimer combien il faut de nœuds, entre guillemets, pour garantir une sécurité. Dans le cas contraire, si on prend proof of stake, là, c'est plus immédiat parce que la relation entre la sécurité et la distribution des stakers, on va dire, est plus linéaire. Donc là, on va plutôt regarder la capitalisation de marché, c'est-à-dire combien de stake en termes de valeur, en dollars, on va dire, a été investi dans le système. Parce que s'il y en a très peu, eh ben, tu peux avoir des centaines de milliers de nœuds parfaitement répartis. Il suffit qu'un acteur arrive, rachète avec des milliers de dollars tout le système, et le système tombera. Donc, il faut prendre en compte la capitalisation de marché. Quel pourcentage de cette capitalisation est effectivement investi dans du stake? Et ensuite, comment ce stake est distribué? Distribué en termes qu'il n'y ait pas de whales qui en détiennent une majorité. Distribué en termes que les gens qui ont des petits morceaux de ce stake ne se connaissent pas mutuellement et ne se parlent pas si possible. Distribué en termes de hardware qu'ils utilisent, en termes de localisation politique où ils sont, par exemple, il ne faut pas qu'ils aient les mêmes idées politiques, il ne faut pas qu'ils soient au même endroit sur Terre, il ne faut pas qu'ils soient soumis au même régime politique, il ne faut pas qu'ils soient connectés au même nœud d'Internet, au même routeur Internet. Tous ces facteurs-là sont importants et doivent être pris en compte. Du coup, je vais avoir du mal à donner un chiffre exact, mais je pense que c'est un travail de fond qui doit être fait et à ma connaissance, n'a pas encore été fait. D'évaluer ce coût. Ouais, c'est abstrait. Hein. On en revient sur l'abstraction de toutes ces informations qui sont à notre disposition. Là, le chat, on est un peu en cours magistral. C'est vrai, on n'a pas trop interagi avec vous. On s'en excuse et on essaie de rendre ça aussi intéressant pour vous et pour la rediff. Mais pour vous, la décentralisation, c'est quoi finalement? Ça sert à quoi? Si vous pouvez nous dire ça dans le chat, peut-être qu'on aura des réponses intéressantes. Moi, si je devais définir ce que c'est que la décentralisation, c'est avoir un système avec suffisamment de diversité en termes de hardware, de software et d'êtres humains pour que plus personne n'ait besoin de se faire confiance. Voilà. C'est-à-dire que on peut, les yeux fermés, engager une action sur la blockchain ou s'en remettre à une information sur la blockchain sans avoir ce fond de parano de se dire potentiellement, là, l'information que j'ai en face des yeux, elle est corrompue. Pour moi, c'est ça. Donc, on en revient toujours sécurité, décentralisation, sécurité. Il y a un élément qu'on ne mentionne pas assez, je trouve. En fait, parce qu'on parle de la gouvernance des protocoles, de qui décide, est-ce que c'est les mineurs, les full nodes qui vont vérifier les données, etc. Mais in fine, quand il y a une chaîne qui va être mise à jour via des hard forks, etc., il y a un élément qui est important quand même, c'est la création de valeur. Et je veux dire un exemple. Binance, en fait, le hard fork qu'ils vont choisir, par exemple, après le passage, après le merge, le passage au proof of stake de Ethereum, bon, il y a fort à parier qu'il y a des gens qui vont essayer de faire vivre la chaîne en proof of work, d'accord. Mais in fine, les exchanges, ils ont un énorme pouvoir, en fait, parce que les gens, pour l'instant, on n'est pas encore dans un monde où on est totalement décorrélé du fiat. Donc, en fait, c'est-à-dire que les gens veulent avoir la garantie qu'ils vont être sur le fork qui va être reconnu par Binance, qui va être reconnu par… Donc, ils ont un poids, malheureusement, encore à ce niveau-là. Et c'est quand même un vecteur d'attaque et quelque chose qui nuit à la décentralisation. Donc, il faudra qu'on se détache progressivement de ça, mais ça, c'est pas facile. Parce que, in fine, les gens, ils ont besoin de se dire, OK, ce que j'ai là, je peux le ressortir en euros si je veux, quoi. Et donc, ça va au-delà du fiat, d'ailleurs. Binance, au début, il n'y avait pas de fiat. C'était l'échange entre token et token. Et pourtant, ça avait un succès incroyable parce que tu pouvais aller vite, parce que tu ne passais pas par la blockchain. Les transactions sur Binance ne passent pas par la blockchain. Ils avaient résolu le problème de la scalabilité en centralisant une surcouche. Et les gens se sont jetés dessus parce que c'est pratique, ça permet d'aller vite. C'est beaucoup plus rapide que n'importe quel DEX que tu puisses imaginer. C'est pratique et notamment, ça permet aussi de ne pas s'occuper de ces jetons, de les déléguer, de les laisser à gestion à Binance. Et à partir de là, on a confiance en Binance comme on aurait confiance dans notre banque dans laquelle on a toutes nos économies, en fait. Donc, ça, c'est un modèle qui, malheureusement, va complètement à l'encontre de l'idée originale de Bitcoin et des autres crypto-monnaies. C'est une question d'expérience utilisateur. Et c'est pour ça aussi que c'est notre rôle à tous, en tant que média, en tant que créateur de Layer 1 et de solutions de scalabilité à ce moment pour Abdel, de pouvoir expliquer ces sujets et idéalement de proposer
des alternatives qui soient suffisamment complètes et agréables pour les utilisateurs pour que les gens se disent définitivement, bon, bah voilà, moi j'ai rien contre Binance ou FTX, mais si je peux avoir en plus de ça la main totale sur mon pognon, c'est mieux parce que vous le voyez bien en ce moment, hein, avec les Celsius, les Three Arrows Capital et j'en passe, les cascades d'entreprises qui ne sont pas solvables. Si vous faites partie des clients de ces entreprises, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus la main sur votre pognon. C'est injuste, c'est absolument injuste. Mais là, dans ces cas-là, bon, bah, on en revient dans les mains des États, de juges aussi. Et ça peut mettre des années, des années, des années. Donc, c'est quelque chose de regrettable. Moi, en 2018, j'ai perdu la moitié de mon portfolio sur un piratage d'exchange. Je ne les reverrai jamais, tu vois. C'était des nanos. Là, cette année, bon, bah, ça a été un cas différent. C'est l'UST qui a dévissé. Mais là, c'était ma responsabilité. C'était quelque chose de totalement différent. Ouais. Non, tu as raison. L'expérience utilisateur, c'est quelque chose de très important. Et c'est pourquoi, c'est par exemple ça, pourquoi la compte abstraction notamment sur Starknet, mais ça existe aussi ailleurs, c'est très important parce qu'en fait, vous pouvez allier le meilleur des mondes, c'est pouvoir avoir des solutions qui vont vous permettre d'avoir votre souveraineté, mais qui vont proposer des expériences utilisateurs potentiellement plus simples pour des nouveaux arrivants qui sont pas encore familiers avec la sécurisation d'une seed phrase, ce genre de choses. Donc, vous pouvez faire des modes d'authentification Web2-like qui ressemblent un peu au Web2. Mais petit à petit, l'utilisateur va, au fur et à mesure de son éducation et de son parcours dans la crypto, il pourra switcher sur une solution totalement souveraine. Donc, on peut parler de décentralisation incrémentale au choix de l'utilisateur. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'est pas forcé. Il va commencer par un wallet comme ça. On peut notamment penser au Social Recovery Wallet, dans le sens où si vous perdez vos trucs, il y a une communauté ou quelques entités qui pourront vous débloquer, ou quelqu'un que vous avez désigné, des personnes de confiance qui peuvent vous débloquer, ce genre de choses. Et je pense que c'est important pour aider les utilisateurs qui ont besoin de simplicité et, comme tu dis, avec un travail d'éducation en parallèle, pour insister sur l'importance de la souveraineté, etc. Ouais, voilà, donc la responsabilité. Ouais. Je vais changer un petit truc rapidement. Yes. Vas-y, Damien, bien sûr. C'était, en gros, tout à l'heure, Abdel, tu mentionnais que malheureusement, il n'y avait pas encore une forte demande du public pour la privacy. Et quelqu'un dans le chat avait ajouté, c'est vrai, tu as raison, les gens s'en foutent un petit peu de la vie privée sur Internet, etc. Sauf que quand on regarde en détail, dès lors que certaines technologies de privacy ont été disponibles, elles ont été déployées, je pense notamment à HTTPS, à des notions de sécurisation comme ça des communications sur Internet, elles ont quand même été déployées à grande échelle de partout. Maintenant, c'est le standard. Pourtant, il n'y avait pas une demande populaire pour ces protocoles. Ouais. La raison pour laquelle ils ont été déployés, ce n'est pas qu'il y avait une demande populaire, c'est que ça a été poussé par les builders sur les utilisateurs. Les utilisateurs, ils en étaient contents parce que c'était un bonus, tant mieux. Mais certes, la demande ne venait pas de la population, mais elle a bénéficié de la demande qui provenait des builders. Du coup, pour moi, on est dans une situation où on pourrait se retrouver pareil, c'est-à-dire que ce soit les builders qui pushent pour de la privacy, et qu'une fois que les gens se rendent compte du potentiel de la chose, que là, on ait une explosion des applications, et pas dans l'autre sens. Ouais, bah tu vois, bon, on a eu un message juste avant que je vais remettre, qui était, excusez-moi, la responsabilité. En fait, moins tu connais un système, et plus tu as peur. Et plus tu as peur de prendre des responsabilités, et en fait, plus tu maîtrises un système, et plus tu t'engages parce que tu considères que tu peux y aller. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième message, c'est « et si on délègue le service, il n'est plus décentralisé ?» Bah, c'est ça. C'est toujours la question de l'intermédiation et de la censure finalement. C'est qu'il y a des choses que tu fais, des choses que tu ne fais pas. Dans la vie, on aimerait tout faire. Hein. On aimerait pouvoir nettoyer son linge, son appart, cuisiner, machin, truc. Mais tout ça, ça prend du temps et à côté de ça, bah, faut travailler. Dans certains cas, il faut s'occuper des enfants. Donc, tu ne peux pas être au four et au moulin. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut proposer des expériences utilisateurs qui soient bonnes et rassurer et vulgariser les sujets comme la décentralisation. Donc, ce que je vous propose, les gars, à part si vous avez une petite chose à placer, on avait noté plein de trucs en off. On va essayer de se remettre un petit peu sur ce qu'on s'était dit. Entre autres, eh bien, le cas Ethereum, en fait. Ethereum qui est victime de son succès, qui aujourd'hui, bon, bah, là, on est en bear market, donc en ce moment, ça se passe un peu mieux en termes de vitesse de transaction et prix des transactions, mais tout de même, quand ça va repartir,
ou quand on va avoir une application à succès, on sait très bien qu'Ethereum va prendre dans la figure. Donc, en fait, petit résumé de ce qui se passe sur Ethereum aujourd'hui. Ethereum, un bloc dans la blockchain, c'est environ 13 secondes. On va passer à 12 d'ici peu de temps. On considère que la finalité des transactions, elle est probabiliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle définie qui dit, bon, bah voilà, au bout de 50 secondes, on considère que la transaction, elle est sécure et irrévocable. C'est la même chose sur Bitcoin, c'est probabiliste. C'est-à-dire que pour certains, 1 minute, ça suffit. Pour d'autres, c'est 3 minutes. Voilà. Ça, c'est une sorte de problématique pour un utilisateur lambda parce que lui, idéalement, il aimerait se dire, bon, bah voilà, j'ai fait ma transaction et il n'y a pas de souci en fait. Donc, il y a ça, c'est ce qu'on appelle la finalité des transactions. C'est quand on considère que la transaction, elle est finale et irrévocable. Voilà. Ensuite, il y a le prix des transactions. Bon, bah là, on est entre quelques dizaines de centimes de dollars et quelques dollars en fonction du type d'action. Pourquoi le prix varie? Parce qu'Ethereum, c'est un système qui fait que, en fonction de la difficulté d'exécution d'une transaction, parce qu'une simple transaction, c'est j'envoie de l'argent à Abdel, j'envoie de l'argent à Damir. Une transaction plus complexe, ça peut être bon, bah, j'envoie à Abdel et à partir de ce moment-là, il va faire un échange avec une autre monnaie et puis ça va partir chez Damir. Et bref, ça va complexifier le truc et ça va rendre la transaction du coup plus chère. Voilà, tout ça, c'est des frais qui ne sont pas fixes. Donc là aussi, il faut comprendre comment ça fonctionne. Bref, tout ce bordel, c'est compliqué, les gars. Moi, honnêtement, j'ai mis des années et des années et des années à comprendre comment tout ça fonctionne. Et c'est impossible en l'état d'expliquer à n'importe qui comment fonctionne Ethereum. C'est pas possible. C'est trop complexe. Donc, Ouais, comment on peut supprimer cette complexité selon vous? Ok, bonne question. Je tiens à préciser qu'après le merge, donc le passage au proof of stake, il y aura une finalité des blocs qui sera plus probabiliste. Donc, ça fera partie de l'algorithme. Il y a deux choses. D'accord. Il y a ce qu'on appelle LMD Ghost, qui va être le choix du fork dans lequel on est, en gros. Et il y a Casper FFG, qui est l'algorithme qui permet d'atteindre une finalité. Donc, je venais juste à préciser qu'après le passage au proof of stake, il y aura une gestion de la finalité sur Ethereum. Alors, c'est une très bonne question. En fait, je suis mitigé pour la réponse sur comment diminuer la complexité. En fait, des fois, je prends le problème dans l'autre sens. Je me dis, les gens, quand ils vont sur Internet, tu parlais d'HTTPS, ils ne savent pas ce qui se passe quand tu fais une session TLS, l'échange cryptographique qui se passe, etc. Bah, en fait, on aura réussi quand on sera capable de masquer de la même manière. Et qu'ils peuvent utiliser la blockchain et les cryptos sans même s'en rendre compte. Je pense que c'est ça la cible. J'ai envie de dire ça si je devais résumer. Ouais. Plus généralement, les gens n'ont pas besoin de savoir, ça fonctionne, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Et plus généralement, je voudrais ajouter, par exemple, si on prend des technologies telles que MySQL, aucune boîte ne va se targuer d'afficher qu'elle utilise MySQL comme technologie. Elle va le faire lorsque c'est pertinent, dans l'ombre, et on sera content du résultat. Par contre, la blockchain actuellement, si une boîte fait de la blockchain, elle va l'afficher en grand. Et inversement, elle ne va pas forcément l'utiliser pour les choses pour lesquelles elle est pratique. Ça, je pense que ça ajoute beaucoup de confusion et ça complexifie la communication. Si tu n'es même pas capable d'expliquer pourquoi tu as utilisé la blockchain alors qu'une base de données classique aurait fait l'affaire. Ouais, il y a beaucoup d'opportunisme, tu as raison. Moi, j'ai vu passer énormément de projets qui veulent créer un projet blockchain juste parce que c'est un projet blockchain et qu'il y a énormément d'enjeux financiers, exactement. C'est comme il y a eu des vagues de machine learning, IA qui étaient des buzzwords pour lever des fonds. Ça, c'est malheureux, tu as raison Daniel de le souligner. Je pense qu'il y a plein de problèmes, clairement, que la blockchain peut résoudre, mais il faut l'utiliser à bon escient, effectivement, sur les caractéristiques sur lesquelles elle est forte. Et il y a très peu de projets. Moi, j'aime bien les projets qui vraiment ils ont des connaissances métiers très fortes dans le domaine particulier, la santé, l'écologie, peu importe, et qui trouvent un problème existant dans le monde Web 2 lié à leur domaine et qui trouvent une solution là sur le temps. Et c'est la bonne démarche, c'est pas l'inverse. C'est pas je vais faire un projet blockchain, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire. Tout à fait. Je prends quelques questions du chat et on va enchaîner toujours sur la question Ethereum et on va enfin parler de Layer 2. On fera une petite passe aussi sur Massa vis-à-vis du sujet dont vous parliez vendredi, du stockage des données on-chain ou off-chain, des choix. Je pense que ça peut être intéressant. Très intéressant. Donc, dans l'ordre, pour les questions. Pour Ethereum 2.0, fin du minage Ethereum, selon vous, oui, c'est le principe. En fait, on arrête le minage avec du matériel informatique et on passe sur de la validation de blocs classique en proof of stake. Donc oui, c'est le principe. C'est prévu pour courant septembre. On va pouvoir valider cette date de septembre si jamais les tests qui se passent en août sur le dernier testnet sont bons. Voilà. Ensuite, y aura-t-il un nouveau ETH lors du merge? Alors oui, il peut y avoir un fork.
en mode ce ne sera pas Ethereum classique, ce sera un Ethereum forké qui reste en proof of work. Je m'attends à ce qu'il y en ait un. Maintenant, je m'attends aussi à ce qu'il bide assez rapidement parce que voilà, aujourd'hui, il y a toujours eu plein de forks sur Ethereum et généralement, les gens ne s'amusent pas à maintenir une chaîne pour maintenir une chaîne. Alors, ça peut arriver, mais ouais, ce que je disais, ce qui va driver la valeur, c'est ce que listent les exchanges, les oracles sur lesquels ils tapent, etc. Parce que cette chaîne ne va pas marcher, tu vois. Si les smart contracts, les oracles et tout, ils ont tous passé sur l'autre, bah, rien ne marchera dessus. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais, s'il n'y a pas d'écosystème dessus, en fait, il y a une blockchain, il y a un historique de transaction, il y a un jeton, mais il n'y a aucune valeur de créer dessus. Donc, poubelle. Sauf s'il y a toute une roadmap qui se crée avec un bon, on va dire, une bonne propagande autour, pourquoi pas. Mais pour moi, ça ne fait pas sens. Même Ethereum classique, je le vois pumper, Ethereum classique, il n'y a pas de valeur dessus. Pour moi, Ethereum classique, ça ne fait pas sens. Mais il y a un risque quand même d'effet d'inertie. Parce que là, contrairement à Ethereum classique, là, il y a eu un énorme investissement dans du matériel qu'on va mettre de côté. Du coup, il faut quand même s'attendre à un backlash des gens qui ont investi dans du matériel. Faut voir ce qu'ils vont faire, je ne sais pas, mais ils ont les moyens. Voilà. Ensuite, on a une question pour toi, Abdel. Que pensent nos invités du système d'Atom et de l'Interchain Security? Très bonne question. Alors, pour rappel, donc Cosmos qui se veut être un réseau de blockchain interopérable. D'ailleurs, on pourrait en reparler si on refait un petit peu après, on reparle de la modularité. J'aime bien dire qu'en fait, un réseau de monolithes reste un monolithe. Et en fait, pour moi, Cosmos, c'est un réseau de monolithes. On pourra en reparler plus tard. J'affiche à l'écran justement. Ah bah voilà, exactement. Ouais, bah voilà, tiens, ce schéma l'explique. En haut à droite, la case en haut à droite que présente Capet. Donc vous voyez, il y a les 4 fonctions principales d'une blockchain. Donc data availability, donc les données, consensus, comment on se met d'accord sur l'ordre des transactions, grosso modo. Le settlement, c'est la gestion des conflits, etc., les résolutions, et l'exécution des contrats, etc. Et en fait, vous voyez, par exemple, Solana, elle a les 4 sur la même couche. D'accord? Très bien. Cosmos Hub, donc là, vous voyez sur le schéma à droite, il y a 3 chaînes qui sont interconnectées à IBC, c'est des chaînes de l'écosystème Cosmos, et chacune d'entre elles a les 4 fonctions. Donc c'est pour ça que c'est des monolithes qui se parlent entre eux. Voilà, exactement. Ouais, exactement. 3 monolithes. Mais il est très fort probable qu'on va avoir un mode où eux-mêmes vont splitter et vont déporter leur exécution, typiquement avec des zk-rollup, par exemple, qui se vont en fond sur chacun d'entre eux. Et ça va être intéressant de voir ça. Alors, la question sur le sharding, le shared security, et Atom. C'est vrai que la tokenomics d'Atom a très longtemps été critiquée parce qu'en fait, paradoxalement, l'écosystème Cosmos, il n'arrête pas de grossir, il y a de nouvelles chaînes Cosmos qui arrivent dans tous les sens, mais Atom ne capture pas cette valeur. Il n'y a absolument rien qui donne de la valeur à Atom quand il y a une nouvelle écosystème Cosmos, peu importe son succès. Tu vois, par exemple, Osmosis qui a eu un succès fou, est-ce que ça a apporté de la valeur directe à Atom? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces chaînes-là, chacune d'entre elles, là, dans la case en haut à droite, ils ont chacune leur set de validateurs, ils gèrent chacun leur sécurité, leur consensus, etc. C'est très bien parce qu'il y a une souveraineté. Par contre, c'est plus faible en termes de sécurité. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut avoir un réseau de validateurs, et comme disait Damien, assez décentralisé, distribué, etc. Il faut s'assurer qu'il y a un assez gros market cap pour qu'il y ait des incentives financières à bien se comporter assez grandes, etc. Donc ça pêche sur la sécurité. En plus de ça, il faut faire un travail conséquent. Si vous êtes un nouveau projet qui veut se lancer sur Cosmos, il faut avoir des ressources pour convaincre des validateurs professionnels, pas que professionnels d'ailleurs, faire un peu du lobbying. Ça, c'est quelque chose aussi que je déplore dans le modèle Delegated Proof of Stake, c'est que ça a un pouvoir concentrateur parce que souvent, c'est voilà, vous êtes un nouveau projet, vous allez voir les copains, etc. et on va s'arranger pour faire un validator set, etc. Et là, le shared security, c'est quoi? C'est le modèle Polkadot, en fait. Donc, c'est intéressant, c'est que Cosmos va permettre de supporter les deux, le modèle total souverain et le modèle shared security. Et comment ça va se passer? Grosso modo, vous allez hériter de la sécurité du Cosmos Hub. Donc, c'était la chaîne en haut à gauche dans le schéma, qui va devenir un petit peu la chaîne centrale. Donc, le Cosmos Hub, c'est une chaîne de l'écosystème Cosmos qui a le plus gros validator set et qui a le plus gros market cap. Donc, comme c'est du proof of stake, c'est la plus sécurisée. Et donc, dans l'idée, vous pourrez lancer votre chaîne Cosmos, mais vous n'avez pas les ressources ni l'envie ou vous voulez hériter de la sécurité du Cosmos Hub, et vous allez pouvoir, grâce au shared security, utiliser les validateurs set de Cosmos Hub. Et ça va capturer de la valeur à Atom, en fait, à Atom, parce que les validateurs et les délégateurs, du coup, vont toucher des fees liées à la sécurisation des autres chaînes. Donc ça, effectivement, c'est enfin quelque chose qui va pouvoir capturer de la valeur pour Atom. C'est un modèle que j'aime bien, le shared security.
Et j'aime bien la souplesse de Cosmos de pouvoir faire les deux, soit chaîne souveraine ou soit shard security, quoi. Alors, j'ai zappé quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à les reposer plus tard. C'est que là, on est dans le vif du sujet. Et est-ce qu'il faut de la valeur? Bien sûr qu'il faut de la valeur. Je vais t'expliquer pourquoi. Par un exemple, c'est celui de Luna. Terra Luna. Ouais. C'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé sur Terra Luna? Bon, on a compris, le Luna n'était backé par rien, sauf un petit peu de BTC. Sauf que déjà, la problématique, c'est que quand le BTC baisse, il y a tout qui baisse. Donc, en fait, c'est un collatéral qui est corrélé à Luna. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour tenter de sauver le stablecoin UST dans un premier temps, ils ont souhaité sacrifier le Luna. Donc, la valeur du Luna est allée progressivement jusqu'à 0. Et donc, une nouvelle problématique est arrivée sur le Luna, c'est que plus la valeur baissait, moins il coûtait cher et donc moins il fallait d'argent pour contrôler la majeure partie du réseau. Et donc, souvenez-vous, quand le Luna a dévissé en avril, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont coupé le réseau. Pourquoi ils ont coupé le réseau? Parce que les validateurs en place sur le réseau ont fait un consensus qui était de dire, bon, bah voilà, si là tout de suite, il y a un acteur qui a quelques millions en poche pour racheter la majeure partie de tous les Luna en circulation, il peut avoir un contrôle total sur la gouvernance et il peut tuer le réseau. En d'autres termes, une personne suffisamment riche, et c'est exactement ce dont on a parlé ce soir, une personne suffisamment riche peut avoir le contrôle total de la gouvernance et peut corrompre totalement le réseau, censurer des personnes, modifier qui possède combien, etc., etc. Donc en fait, si tu n'as pas de valeur, à l'arrivée, ton réseau il va casser et à la fin, le peu de valeur qu'il y a va partir à zéro. Donc tous les détenteurs de jetons auront un truc qui ne vaut plus rien. Ce sera du papier toilette, quoi. Donc, en gros, il faut que tu aies de la valeur pour pousser des validateurs de blocs ou des mineurs à respecter le réseau et le maintenir. Parce que s'il n'y a pas d'argent, c'est comme, tu vois, dans la vraie vie, tu fais des choses parce que ça te fait plaisir de les faire, c'est tes potes et tout. Ton intérêt quand c'est des potes, c'est que ça te fait plaisir et ça fait plaisir à ton pote. Voilà. Dans le monde du travail, tu travailles pour un salaire. Tu ne le fais pas pour le commun des mortels. Très rares sont les personnes qui font les choses pour le bien de la planète. Elles existent, hein, j'en suis absolument convaincu. Mais ce n'est pas un modèle que tu peux appliquer à la généralité et aux hommes. Donc, en fait, il faut toujours de la valeur. Il y a une question qui est très intéressante sur pourquoi 32 ETH, et ça, pour être un validateur. Ça, c'est une bonne question. Pour répondre à ça, je dirais déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que l'informatique en général, et particulièrement la crypto, c'est toujours une affaire de compromis, de trade-off, ce qu'on appelle. Et donc, le 32 ETH, il ne sort pas de nulle part, et c'est un compromis. En fait, quelles sont les deux dimensions? S'il est trop haut, c'est une barrière énorme à l'accessibilité, l'inclusivité, etc. Donc, c'est pas bien. Ça veut dire que seules les personnes suffisamment riches peuvent être validateurs. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas souhaitable. En revanche, s'il est trop bas, ça impose une forte pression sur le réseau en termes d'overhead sur la communication. Parce que pourquoi? On va essayer d'expliquer. Plus il est bas, plus il y aura de validateurs sur le réseau. Donc, plus les échanges entre les validateurs pour arriver à un consensus sur la finalité des blocs, en gros, pour faire très simple, il faudra arriver à 66% des validateurs qui votent sur un bloc pour qu'il soit finalisé, en gros. Et donc, plus vous avez de validateurs, si vous en avez 100 millions, en fait, la récolte des votes, etc., le nombre de transactions pour se mettre d'accord va être beaucoup plus grand. Donc, ça complexifie, ça rajoute ce qu'on appelle de l'overhead sur le réseau. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça donne du travail supplémentaire au full node pour vérifier ce qui se passe sur le réseau. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est pas si simple, en fait. Si on le met trop bas, il y a plus de latence sur le réseau, les blocs vont mettre plus de temps à être finalisés, etc. Et en plus, la vérification des blocs, qui est aussi important pour la décentralisation, n'est pas bonne. Donc, c'est pour ça qu'on parle de spectre de multiples dimensions, je dirais. Et le 32 ETH, actuellement, c'est empiriquement la valeur qui marche le mieux, quoi, pour avoir une bonne mais il n'est pas gravé dans le marbre. C'est un nombre qui peut changer. Il pourrait changer via un fork du protocole, oui. C'est un nombre qui peut changer. Je pense qu'ils y ont réfléchi. Toi, je sais, Abdel, tu dois bouger pour 19h. On va parler un petit peu de la ZK War, du coup, des ZK Rollup, des choix. Donc, on a eu un message tout à l'heure dans le chat. Donc, toi, tu bosses pour Starkware qui font une certaine intégration des ZK pour Ethereum en l'état. Vous avez des concurrents, on peut les citer, il n'y a pas de souci. Polygon, qui se met sur ce créneau-là, qui a racheté plein de boîtes spécialisées comme Polygon Hermès, Zero aussi, etc., etc. On a ZK-Sync, on a Scroll, et on a d'autres blockchains souveraines type Mina Protocol, des blockchains sur l'écosystème Polkadot, etc., etc., etc. Donc,
En fait, c'est quoi la ZK War? C'est quoi cette concurrence? Dans quel objectif final? Ok. Il y a une question rapide concernant les L2. Selon vous, y a-t-il de la place pour les optimistiques ou ils vont se faire manger par les ZK? Moi, j'ai un avis très fort sur la question. Oui, ils vont se faire manger par les ZK. Enfin, moi, c'est mon avis très fort. C'est ce que je pense aussi. Mais ouais, ils ont un first move advantage. En gros, Optimism et Arbitrum, ils sont lancés avant. Ils sont quand même bien perçus par la communauté Ethereum. Ils vont mettre du temps à die, entre guillemets, mais oui, les ZK Rollup, ils sont supérieurs à bien des égards, même en termes de scalabilité, début théorique supérieur. Security assumption plus faible, c'est-à-dire qu'il y a moins de. On fait confiance qu'aux maths, en gros, dit autrement, et pas à des acteurs incentivés. Ils sont plus élégants. Enfin, bref, il y a plein de raisons. Je sais pas ce que tu en penses, Damir, mais pour moi, il n'y a pas photo dans le débat entre les ZK Rollup et l'Optimistic Rollup. Et là, il y a la dispute période aussi qui est trop limitée. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'optimistique, le gros problème en général, c'est que la finalité réelle, elle peut atteindre une semaine. Dans le sens où s'il y a un débat sur une opération, ça peut exploser. C'est un problème pour l'expérience utilisateur. Donc, trop limitant. Donc, oui. Alors, la ZK War, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette concurrence folle qui est en train d'émerger. Puis d'ailleurs, je tiens à préciser mon avis sur la question, c'est que la concurrence dans la crypto, c'est quelque chose qui est sain, qu'il faut encourager parce que ça dirige l'industrie globale vers le haut. Donc là, il n'y a pas de problème à avoir de la concurrence. Je pense que ça, c'est très sain. Ce qui est moins sain, c'est les petites attaques marketing ou les petits trucs un petit peu politiques qui se passent parfois. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que je pensais des annonces de Polygon à ITC. Bon, je tiens à dire, je m'engage que moi, je n'engage pas la parole de Starkware en disant ça, mais pour moi, c'est littéralement une annonce d'annonce, quoi. En fait, je dis, OK, on a indiqué VM, etc., mais si tu regardes dans les faits, le code, etc., il n'y a pas les preuves on-chain, en termes de, c'est pas du tout prêt, etc. Tout ça pour dire que voilà, c'est plutôt du marketing qu'autre chose. C'est une annonce d'annonce. En l'état, en tout cas, oui. En l'état, bien sûr. Non, bien sûr. Je tiens aussi à dire, pour être tout à fait transparent, que je trouve que Polygon, ils ont été excellents en termes de stratégie. C'est-à-dire lancer leur petite sidechain dégueulasse en termes de sécurité et de décentralisation, grossière en termes de base d'utilisateurs, de communauté, de market cap, Matic, qui fait de la free money. Et après, quelques années plus tard, ils ont fait l'acquisition de 3 teams différents qui travaillent sur des ZK Rollup et ils ont rattrapé 3 ans de R&D, quoi. Donc, ils ont été très smart, force est de constater, ce qui fait qu'ils sont un avantage concurrentiel comparé à Starkware, pour être très clair. Ils ont une grosse base d'utilisateurs, ils ont du monde, etc., qui au départ n'étaient pas forcément très soucieux de la décentralisation de la sécurité, comme on disait tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 familles. Donc, il y a les 3 concurrents de ta cité principaux, Polygon, Scroll et zkSync, qui sont tous en train de faire une ZK EVM. Starkware, ce n'est pas une ZK EVM, c'est-à-dire qu'on a un autre moteur d'exécution qui n'est pas le VM. Donc, c'est basé sur le langage KRO. Donc, on a une machine virtuelle qui interprète un langage qui s'appelle KRO, qui a pour propriété d'être mathématiquement prouvable. Donc, un programme que vous écrivez en KRO. Derrière, il va utiliser des Stark, qui est un système de preuves mathématiques qui permet d'être sûr que le calcul a été fait de manière intégrée. Donc ça, c'est un gros critère différenciant dans la ZK War et ils sont tous en train de se battre pour avoir la ZK EVM. Comment je vois la chose? Bon, il faut être très clair, c'est un avantage qu'ils ont comparé à Starknet pour attirer des projets. Très clairement. Vous allez voir un AV, n'importe quel projet DeFi qui sort Ethereum, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller déployer sur un ZK Rollup qui est VM compatible. Ceci dit, moi, je pense que là où on a quelque chose à jouer, c'est quand on va montrer que, OK, on n'est pas compatible VM, mais ça veut dire qu'on n'est plus limité par le VM. Et ça veut dire qu'on peut explorer des fonctionnalités qui sont impossibles à faire avec le VM. Et moi, je crois beaucoup à ça et j'attends qu'une chose, c'est qu'on ait une vague d'innovation folle qui exploite le plein potentiel de KRO et qui montre qu'on peut faire des choses qui vont beaucoup plus loin que ce qui est possible de faire avec les VM. Comme ça, on ne sera pas simplement un concurrent des ZK Rollup au même titre de ce qui est possible de faire. On aura un champ des possibles qui est plus grand. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je tiens à préciser quand même qu'en termes de maturité de la solution, etc., il n'y a pas photo. Il y a juste pas match. Rappel rapide sur l'historique de Starkware. Starkware 2018. Donc, invention mathématique des Stark, qui est vraiment une invention mathématique qui est un système de preuve. OK. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars, avec ça? C'est cool. On va développer des cas d'utilisation spécifiques, en l'occurrence des cas d'utilisation liés au NFT, au trading, dérivatives, etc. Et on va utiliser les Stark derrière pour prouver. Et donc, il y a par exemple Sora, Immutable, DYDX, Diversify, qui sont d'énormes projets qui ont utilisé cette technologie. Oui, Immutable X, exactement, qui utilise StarkX. D'accord.
donc qui était, voilà, on prend les stars et on en fait quelque chose sur des cas concrets, opérés par Starkware, etc., en mode as a service. Il y a une question intéressante derrière. OK. Et donc après StarkEx, qui a, je le rappelle, il y a eu 630 milliards de dollars d'assets qui ont circulé et sécurisés par StarkEx. Donc c'est une technologie qui a été battle-testée à très très grande échelle. Là où tous les ZK et VM n'existent même pas encore. Donc ça peut dire qu'en termes de degré de maturité, il n'y a pas photo. Ensuite, on est très avancé sur une chose qui s'appelle le fractal scaling, qui va permettre, en fait, pour faire très simple, de pouvoir, là on parle de Starknet qui est un layer 2, et là on parle déjà d'avoir des layer 3 qui vont utiliser le pouvoir de la récursion des preuves pour démultiplier la puissance de cette scalabilité. Et ça permet deux choses. Ça permet ce qu'on appelle un hyperscaling, donc une scalabilité vraiment très accrue, parce que chaque fois qu'on va multiplier les couches, ouais, voilà, exactement, on va multiplier le pouvoir du système de preuve. Et deuxième chose, à partir du niveau 3, en gros, vous pouvez considérer qu'on a des applications spécifiques chain. Donc, en gros, ça doit vous faire penser à quelque chose, Cosmos. Donc, en fait, c'est le meilleur des mondes. C'est-à-dire que sur des L3, vous pouvez avoir des chaînes spécifiques avec votre souveraineté, mais pour autant, vous bénéficiez et vous héritez de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on permet à des projets d'avoir leur souveraineté, leur chaîne, un contrôle très fin sur leur cas d'utilisation, etc. Et ils bénéficient de la meilleure sécurité possible et de décentralisation. Et là, on est très avancé. Ça, c'est pas de la science-fiction. Ça arrive. Je crois que le mois prochain que c'est live, la possibilité d'avoir de la récursion. Et donc, nous, on aura un gros travail à faire pour rendre ça facile. Et moi, je prends un exemple pour le coup, le Cosmos SDK, qui est un très bon exemple parce que franchement, ils ont bien réussi à rendre ça très simple pour que les projets lancent leur propre chaîne. Il faut qu'on tente vers ça et qu'on arrive à proposer ça. Et donc, c'est une guerre qui va être difficile. Le fait de ne pas être EVM compatible, ça va être plus dur pour nous. Maintenant, on a une communauté de builders qui est en train de se construire très vibrante. Je pense que vous pouvez en témoigner de ce que vous avez vu à Starknet CC, notamment vendredi dernier, avec un focus extrême sur les développeurs. Et je pense que sur le long terme, ça paiera. Voilà. Désolé, j'ai monopolisé la parole un peu. Il n'y a aucun souci. Donc, en résumé, l'objectif, déjà, c'est de ne plus être limité par l'Ethereum Virtual Machine et de pouvoir proposer des applications qui seraient absolument impossibles à proposer sur Ethereum. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous faites du ZK depuis très longtemps. Donc, c'est votre terrain, quoi. Vous maîtrisez. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre de haut la concurrence. C'est juste maintenant, il va falloir attendre que ça délivre. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans le cas de Polygon, tu dis c'est une annonce d'annonce. Dans le même temps, on a ZK Sync qui parle de 2.0. En fait, aujourd'hui, c'est juste histoire de dire qu'on est tous là sur le terrain des ZK et qu'il n'y a personne qui a été mis à l'amende. Mais dans les faits, qu'est-ce qui va prouver que c'est le cas? C'est l'applicatif. Aujourd'hui, des applications, vous en avez. Vous avez DYDX, même s'ils vont passer sur Cosmos. Vous avez ImmutableX, qui est utilisé notamment par les Play and Earn, Gods Unchained et Illuvium. Ouais, et vous avez Sorare aussi. Et peut-être bientôt d'autres trucs que vous avez annoncés, sans doute. Donc, voilà, ça va être vraiment l'applicatif. Et du coup, quelle est la valeur ajoutée pour Ethereum finalement? C'est quoi le Ethereum de plus tard? Parce qu'on nous a annoncé une roadmap. Et en quoi tous ces ZK, et pas seulement Starkware, vont apporter de la valeur à Ethereum? Ouais. Tout simplement, en fait, il faut savoir que ces ZK Rollup, donc Starknet, Polygon, etc., in fine, quand ils vont envoyer leurs transactions sur Ethereum, ils vont payer Ethereum. En gros, ils payent la sécurité d'Ethereum. Donc, en fait, l'activité économique accrue grâce au Layer 2 bénéficie à Ethereum, tout simplement. Parce qu'en fait, in fine, c'est jusqu'à la place d'avoir les utilisateurs finaux qui vont payer Ethereum, c'est les Layer 2 qui vont payer la sécurité d'Ethereum. En gros, pour faire très simple. Ça marche. On n'a pas trop laissé parler le pauvre Damir. Donc ouais, excuse-moi, Damir. Il n'y a aucun souci. Je vais le lancer sur un sujet intéressant. Donc, toi, Damir, tu gères Massa aujourd'hui, qui est une nouvelle blockchain qui va sortir, qui vise la décentralisation, justement, et qui s'interroge sur l'utilisation de Layer 2, de l'utilisation aussi du protocole IBC pour Cosmos, pour l'interopérabilité, etc., etc. Il y a eu un débat que vous avez fait vendredi que j'ai trouvé très intéressant. J'aimerais qu'on le remette sur la table aujourd'hui. C'est le stockage des données parce que vous souhaitez idéalement proposer des applications qui soient intégralement hébergées sur la blockchain. C'est-à-dire que même l'interface graphique du site web
sera hébergé sur la blockchain. Tout ça, ça pèse du poids. Donc, ça devient plus compliqué pour les nœuds de pouvoir héberger tout ça. C'était une critique que faisait Abdel. Toi, j'imagine que tu t'es penché sur cette question-là. Est-ce que vous allez déléguer cette tâche? Est-ce que vous allez proposer différents choix? Comment ça va se passer? Alors, donc, ce qui se passe actuellement, c'est que sur les blockchains telles qu'Ethereum, on a les smart contracts qui sont stockés sur la blockchain. On a également les données des smart contracts qui sont stockées sur la blockchain. L'idée ici, c'est d'aller un peu plus loin. On s'est rendu compte que, par exemple, si on regarde BadgerDAO, récemment, leur site web s'est fait pirater. Résultat, les gens envoyaient l'argent aux hackers plutôt que de l'envoyer à BadgerDAO. Et ça, c'est parce que le site web de BadgerDAO était certes dit Web3, mais en fait, c'était juste un site web classique hébergé sur un serveur classique avec un nom de domaine classique, le tout centralisé. Du coup, il n'avait pas les mêmes garanties de sécurité, d'auditabilité, d'immutabilité et de disponibilité que ce qu'il y avait sur le smart contract lui-même, donc qui était sur la blockchain. Là, c'est la blockchain elle-même. Pour l'instant, on ne s'en sert que pour stocker typiquement des smart contracts, globalement. Ensuite, il y a des applications un peu plus spécifiques. Si on prend IPFS, par exemple, c'est l'autre côté de la barrière. Là, ou Arweave, par exemple, là, le but, c'est de stocker en masse beaucoup plus de données. Mais bien sûr, ça ne se fait pas gratuitement. C'est-à-dire que là, on stocke des données qui sont massives, on stocke beaucoup. Mais en contrepartie, on ne peut pas avoir une réplication complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir chaque nœud du réseau qui réplique entièrement toutes les données. Sinon, on est fondamentalement limité par la capacité de stockage du nœud qui a le plus petit disque dur. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une forme de sharding, c'est-à-dire qu'un sous-ensemble des nœuds se retrouve avec un sous-ensemble des données. Donc, ça a une conséquence qui est en premier la disponibilité. Donc, certes, c'est facile de vérifier l'intégrité parce que tout le monde peut stocker le hash de ces données-là et tout le monde peut le vérifier. Par contre, pour obtenir la donnée elle-même, il va falloir aller la chercher dans ce petit ensemble de nœuds qui la possède. Ça a été fait pour atteindre des capacités de stockage qui sont quand même conséquentes. Et là, l'idée de Massa, ce n'est pas d'empiéter sur le stockage des smart contracts d'une part, ou sur le stockage des données de masse telles que IPFS, Arweave et autres. Là, c'est de répondre à un besoin intermédiaire qui est lorsqu'on a besoin de stocker des données qui ne sont pas très grandes, mais qui sont critiques, mais qui ne sont pas forcément des données de smart contract. Par exemple, le petit fichier JavaScript du site web qui permet d'accéder à la blockchain à travers MetaMask, par exemple. Ça, c'est critique. Ça, si c'est changé par un hacker, ça sert de point d'entrée à tous les gens qui se servent du smart contract. Donc ça ne suit pas les mêmes garanties de sécurité que le smart contract. Eh bien, dans les faits, même si le smart contract est sûr, son point d'entrée a été piraté. Résultat, on a perdu les garanties de sécurité en pratique qu'on est censé avoir. Inversement, sur des systèmes tels que IPFS et autres, où c'est un sous-ensemble des nœuds qui stockent un sous-ensemble des données, là, on a un problème de disponibilité parce qu'il faut atteindre ces sous-ensembles de nœuds pour aller récupérer les données, et aussi potentiellement de sécurité parce que si ces nœuds sont identifiables et qu'on les attaque, on peut potentiellement, avec un coût qui est inférieur à celui de casser tout le système, casser juste ces nœuds-là. Donc, l'idée de Massa, c'est de répondre à cet intermédiaire en fait, entre les deux. Se dire, si on autorisait les smart contracts à héberger de manière entièrement répliquée des données annexes telles que des données type smart contract ou des métadonnées, JSON, le tout peut être zippé, bien sûr, donc ça peut prendre un espace qui est vraiment très faible. L'idée, c'est que pour des données critiques qui ne sont pas liées au smart contract, on autorise les smart contracts à les héberger. Et notamment les sites web, ça nous permet par exemple de charger un site web depuis la blockchain, de l'afficher. Alors bien sûr, c'est pas là-dedans qu'on va stocker les images, les vidéos, etc. Ça a plutôt sa place sur des systèmes tels que IPFS ou Arweave. Par contre, pour la partie critique, le code critique, donc le JavaScript critique, la crypto, etc., pour nous, ça a sa place là où les garanties de sécurité, d'immutabilité et d'auditabilité devraient être les mêmes que celles de la blockchain, c'est-à-dire le même endroit où sont stockés les smart contracts. Okay. Je peux me permettre un commentaire ou une question. Trois éléments.
Premier élément, moi je t'avais dit, c'était ma crainte sur l'impact sur la taille du stockage en soi, mais tu m'avais répondu que ça allait être limité. En fait, il y aura une limite, donc ça, ok. Deuxième chose, c'était le côté, en fait, j'aime beaucoup l'idée, mais en fait, dans la pratique, je pense que c'est difficile. Parce qu'en fait, la multitude des frameworks qui sont utilisés pour développer des sites web, etc. En fait, ce que je me dis, c'est que si tu veux vérifier qu'une petite partie de la logique la plus importante, c'est celle qui interagit avec les smart contracts, je sais pas, tu l'as pas dit, mais est-ce que ça veut dire que vous proposez un browser? Parce qu'en fait, si tu n'as aucun moyen de le vérifier dans le browser, comment ça va marcher? Avec une extension? Comment cette question, après j'en aurai une autre qui découlera de ça. Alors, du coup, pour répondre à ça, bien sûr, il faut adapter un peu les choses. Donc, pour l'instant, ce qu'on propose, ce qui fonctionne actuellement, c'est une extension. Ouais. Donc, l'idée, un petit check qui te dira oui ou non. Voilà, on tape par exemple monsite.massa. La résolution de nom de domaine se fait on-chain en lecture seule, donc gratuitement par le plugin. Le plugin va aller voir, une fois le nom de domaine résolu on-chain, si le smart contract en question héberge un site web. Si oui, va le télécharger dans le navigateur, le dézipper et l'exécuter. Bien sûr, les assets tels que les frameworks, les CSS un peu réutilisés par plein de sites peuvent être chargés depuis un autre smart contract qui sera en charge de les héberger. Les choses qui sont beaucoup réutilisées, on pourra les héberger on-chain une seule fois. On n'est pas obligé de les répliquer. Okay. Mais ça, on est en train de transitionner vers une nouvelle solution, un peu hybride, où on pourra installer un client sur l'ordinateur. Et l'idée, c'est que là, ce sera une expérience beaucoup plus native. On aura l'ordinateur qui permettra d'accéder toujours le browser qui permettra d'accéder à cette application. Et ça gérera les noms de domaine à travers un petit plugin, mais ce sera l'application lourde de gérer un peu la sécurité et l'authentification des données. Ok, je comprends très bien l'idée. Le seul point d'interrogation que j'ai philosophiquement, c'est que j'ai l'impression que ça empiète un peu. Enfin, j'ai l'intime conviction que le protocole doit rester neutre le plus possible, c'est-à-dire ne pas concurrencer avec des services qui pourraient se construire dessus. Et je me demande si c'est pas la limite, à la frontière. Voilà, c'est juste ça. C'est vrai que c'est à la frontière, mais la proposition de valeur qu'on fait ici, c'est que la Layer 1 elle-même, elle est complètement agnostique. Elle n'est pas au courant que c'est un site web. Ce qu'elle propose, c'est là, je t'offre des garanties de sécurité qui permettent de stocker les smart contracts d'une manière qui est extrêmement sûre, répliquée, etc., dans tout le réseau, qui ne peut pas être retrouvée par ailleurs aussi facilement. Ouais. Et là, je t'offre une extension qui permet de stocker des données arbitraires en plus de ce smart contract. Ok. Est-ce que je peux me permettre de répondre à une question dans le chat qui n'est pas liée? Désolé, parce que ça revient trop, ça me saoule. Le côté VC Chain et les frustrations pour le airdrop. Premièrement, allez comparer la distribution de Starknet et d'Optimism et de tous les autres players 2. Après, on en reparle. Deuxièmement, pour les airdrops, littéralement, c'était écrit sur tous les sites, que ce soit sur les tutoriels, etc., ou qu'il y avait des choses à faire et tout. Ne faites pas ça en vous attendant en airdrop. Toujours. C'était littéralement marqué noir sur blanc. Ensuite, moi, je suis très fier qu'on ait un focus assumé sur les développeurs qui, in fine, c'est eux qui vont donner la valeur à l'écosystème. Je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous. Je comprends la frustration, mais les gars, je vais vous poser juste une question pour ceux qui sont dans le chat. Optimism, qui a dédié une large portion de la supply à un airdrop, qu'est-ce qu'ont fait les gens qui ont eu cet airdrop? Répondez-moi honnêtement et qu'est-ce que vous auriez fait si vous l'aviez eu? Bah, vous aurez dumpé, les gars. Bah voilà. Donc, ça dump sur le et ça donne littéralement zéro valeur à l'écosystème. Ok, voilà, t'as vendu, c'est très honnête de le dire. Voilà, dump, ok les gars, on est d'accord. Donc après, ne venez pas me dire oui, me faire dump par des VC, etc. Quand vous avez le moindre airdrop, mais bien sûr, je comprends payer des factures. Ça, je le comprends, c'est pas ce que je dis. C'est juste que je dis, assumer de faire un focus sur ce qui, in fine, va donner de la valeur à l'écosystème et derrière aux utilisateurs, c'est ça qui est important pour moi sur le long terme. D'autre part, ce travail que vous avez fait en étant early, etc., je ne pense pas qu'il soit perdu. En fait, vous êtes early dans l'écosystème. Si vous faites bien votre travail, vous êtes aussi en mesure de dénicher les futures pépites qui vont se construire sur cet écosystème. Voilà, je pense qu'à un moment donné, je comprends votre frustration, etc. Moi, je suis content qu'on se focus sur des builders, ceux qui vont construire sur l'écosystème. Et c'est ça qui va donner de la valeur à long terme sur l'écosystème. D'autre part, je pense que littéralement, et ça, je le dis, je pense qu'on a le meilleur modèle qui existe pour l'instant sur le financement du public good. C'est-à-dire, justement, financer les gens de manière pérenne qui vont financer l'écosystème. Et ça, comment ça marche? Vous avez deux modèles. Le modèle classique avec une fondation, Ethereum Foundation par exemple, qui a un nombre fini de TH. Ok.
pour financer le développement du protocole ad vitam aeternam, ce qui est important de préciser, sauf qu'ils ont un nombre fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont obligés d'être conservateurs dans le financement du protocole, du public good, etc. Starknet a décidé de faire un modèle qui va utiliser intelligemment les frais du protocole, donc les frais de transaction, pour financer de manière pérenne et tout le temps infini, je veux dire, les développements. C'est-à-dire qu'en fait, une partie des frais va servir à financer les contributeurs de l'écosystème, ce qu'on appelle le financement du public good, etc. Et enfin, la Starknet Foundation, elle est totalement indépendante de Starknet. Donc, pareil, la gouvernance du protocole et tout, elle sera totalement indépendante de Starknet. Et il y a quelqu'un qui dit n'empêche que les VC vont donner de la même manière. Ouais, mais ok, comme sur tous les projets. Et la supply aux investisseurs, c'est 17% et sur 4 ans. Donc, c'est littéralement pareil que Optimism, que tous les autres, etc. Donc, enfin, ouais, arrêtez les gars avec le truc de VC Chain. Du coup, pour pas aller dans ton sens, du coup, ça veut dire que c'est quand même un point de centralisation qui est la fondation qui définit la distribution. Quand même le noter. Est-ce qu'il y a un vote communautaire? Alors oui, il y aura les proposals dirigés par les token holders. Et dans ce que j'ai dit, il y a une partie qui est automatisée pour le financement des contributeurs. Et ça, c'est très intéressant. Et peut-être vous pourrez vous en inspirer à ça. En fait, les smart contracts, automatiquement, donc quand vous allez utiliser un smart contract, vous allez payer des fees. Et ça, on peut le mesurer dans la blockchain. Donc le protocole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une partie des fees en token de Starknet au développeur qui a fait le smart contract. Et ça, c'est mesurable. Il n'y a pas de discrétion humaine là-dedans. C'est quantifiable de manière objective, mesurable, etc. Et c'est un moyen, si vous développez une application, vous développez une marketplace NFT qui a du succès. Ok, il y a plein de volumes qu'il va avoir, etc. Et ben vous allez être financé automatiquement par le protocole. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est un modèle qui est pérenne dans le temps. Je pense que ZK Sync le font. Ils auront une plus grande hype chez les retail. Ouais, mais les gars, c'est une question d'apporter de la valeur sur un écosystème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis totalement d'accord avec toi. Vous avez habitué à être rincé sans rien produire, c'est normal. Si vous apportez pas de valeur, pourquoi méritez-vous un airdrop? Bah, c'est pas déconnant de dire ça. Tu vois. Je comprends ce que vous voulez dire, etc. Je dis pas que il faut pas donner d'airdrop, mais comme il a dit Eli Bensasson, il y en aura un. C'est juste qu'il va arriver en 2023. Il faut d'abord faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut faire l'écosystème, s'assurer qu'il va marcher, qu'il va fonctionner, attirer, mettre en bonne condition les développeurs d'écosystème, et ensuite on pourra récompenser les utilisateurs. En fait, de toute façon, moi, si je devais donner mon avis là-dessus, supply très centralisé ou pas, VC ou pas, presque je m'en fous tant que ça ne remet pas en question la pérennité du système et sa sécurité. Donc, ça reste de la pérennité aussi. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant avec les VC, s'ils ne sont pas trop débiles, c'est que ce sont des gens qui, même en x50, même en x100, vont pas dégueuler d'un coup toute leur liquidité et vous envoyer le prix à zéro. Comme on a pu voir sur Internet Computer, par exemple, où tu regardes la charte, c'est une catastrophe. Alors que le retail, bah, il touche son airdrop, il voit cette grosse somme d'argent, il dégueule ses liquidités sur le marché. Et si vous êtes plusieurs à le faire et qu'il n'y a pas les liquidités acheteuses en face, enfin la demande acheteuse en face, c'est road to zéro. Et une fois que le protocole s'est pété la gueule, que le prix va à zéro, même si les fondamentaux sont superbes, vous n'y croyez plus parce que le prix n'est pas là et tout le monde lâche le projet. Donc, c'est toujours ça la problématique. Tandis qu'un VC, lui, il veut son multiplicateur. Normalement, je dis bien normalement, hein, je mets des grandes guillemets, il est un petit peu mieux éduqué par rapport à l'argent et son rôle aussi quand il vient dégueuler sur le marché. Pourquoi je mets des grandes parenthèses? Parce qu'on l'a vu en réalité, les VC, c'est monsieur tout le monde avec 1000 fois plus d'argent. Il y en a plein qui sont vraiment, il faut dire les termes, qui sont vraiment trop débiles. On l'a vu hein, là en 2022. Franchement, je suis tombé tellement de haut entre les market makers, les VC et tout. Je les mettais sur un piédestal alors qu'en fait, c'est des dégénérés comme moi qui gèrent des millions. Donc, il faut arrêter avec ça. Moi, je pense qu'en réalité, si vous faites bien vos devoirs, vous avez tous la capacité de multiplier votre capital de départ. L'idée, c'est pas de vous dire tu pars de 1000, tu vas à 1 million au bout de 3 ans. Non, chacun fait ce qu'il peut. Le but, c'est de gagner de l'argent, faire travailler l'argent. On est tous capables. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'a dit Abdel, c'est la création de valeur. Ça arrivera, moi, j'ai aucun doute, ça arrivera chez ZK Sync et sur Polygon. Là où c'est intéressant, c'est que voilà, les autres, ça va être des choses qui potentiellement auraient pu exister sur Ethereum, à part quand il y a un besoin de scalabilité ou de privacy, ce que vient ajouter les ZK. Mais ça reste du langage Solidity, ça reste des copier-coller.
Je veux dire, toutes les chaînes EVM se copie-collent. Ouais, voilà, c'est que des copier-coller. Donc, ce qui va être intéressant de voir, et là, moi, je mets ma réserve comme tout le monde. Hein. Abdel, c'est mon ami, Starkware, j'y crois, mais j'ai assez d'années dans les crypto-monnaies pour me dire qu'il y a le expectation et puis il y a la reality, tu vois. Je peux, justement, par rapport à ça, il faut l'utilitaire. Je peux donner une précision. Tu peux highlight le commentaire de Lightning qui, je pense, résume totalement ce que je veux dire. Si les protocoles sont incentivés à développer sur Starkware, les retail vont pas aller sur un L2 sans projet parce qu'ils ont leurs jetons MDR. Ils vont dump leurs jetons pour aller sur l'écosystème qui propose de plus de choses intéressantes. Ben voilà, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que tu dis sur Starkware et son historique, ça, je tiens le focus. Eli Ben Sasson l'a dit et c'est très important. Starkware, les gars, ça sort pas de nulle part. Donc 2018, création de l'entreprise, etc. Ils ont fait la seed, donc c'est la levée d'argent initiale. Ils ont fait en 2018, ils ont levé 6 millions. D'accord? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est un gros montant. Mais c'est ridicule pour un layer 1 de cette, c'est pas layer 1, mais pour une entreprise de cet acabit. Au même moment, pour donner un titre de comparaison, c'était 2018, la ICO saison. Voilà, exactement. Au même moment, merci Capet, Filecoin et Tezos ont levé $250 million chacun, 250 millions. Au même moment, donc bien plus. Les investisseurs, ce que disait Eli, c'est que dès 2018, ils ont dit token. Ils ont dit non. 2019, 20, 2020, pareil, non. 2022, ils disent yes. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Starkware a levé $260 millions. Et ça change tout, les gars. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lancement de token n'est absolument pas lié à un besoin de financement. Et ça change tout. Donc ça, c'était important de le souligner. Et voilà, c'était juste ça. Donc là, tu es en train de nous dire qu'ils n'ont pas intérêt de se rater parce qu'ils ont de la caillasse, ils ont une tech. Là, on le voit, pour le moment, ils sont dans un momentum où ils font des hackathons, ils font des workshops, ils font des trucs comme ça. Donc, traduction pour ceux qui nous écoutent. En fait, ils essaient d'aspirer à un maximum de développeurs en faisant des initiatives qui font dans l'humain, où on vient regrouper des développeurs, on leur propose des défis, on leur propose des cours, on va dire, pour comprendre une tech ou un protocole ou une extension ou peu importe, pour qu'ils comprennent Starkware et ils comprennent la valeur qu'ils peuvent créer dessus. Enfin, Starknet, pardon. Yes. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un challenge pour vous de ramener des développeurs sur Cairo, par exemple? Parce que, outre la vérification formelle, qui est quelque chose que très peu de gens maîtrisent, et même le langage lui-même, apprendre un nouveau langage juste pour un seul écosystème, ça peut paraître une barrière d'entrée qui est quand même importante. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre, Damien, clairement. Ouais, non, c'est vraiment le challenge qu'on a. Deux choses pour mitiger ça. Premièrement, Cairo est un langage de programmation qui n'est pas forcément lié au smart contract. Donc, ça répond au besoin de dire j'apprends le langage juste pour ça. Non. Tu apprends Cairo, tu pourras faire d'autres choses. Bon, c'est très rare le besoin hors crypto d'avoir un langage qui est mathématiquement probable, je te l'accorde. Mais malgré tout, voilà, c'est un langage qui est général et qui n'est pas forcément lié au smart contract. Ensuite, comme je disais, le nerf de la guerre, c'est qu'on va avoir des features cool, innovantes, etc. C'est vraiment ça. Là, le langage, il évolue très vite. Il va être de plus en plus robuste, de plus en plus performant, etc. Donc, je pense que ça va aider. On arrive, franchement, on voit quand même une communauté de builders qui est vibrante, etc. On travaille sur du tooling, de l'éducation, on travaille sur tout ça, de la formation. Et moi, une partie de mon travail, c'est ça, c'est d'attirer des builders, des gens passionnés, intelligents, qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent construire quelque chose. Des grosses annonces pour Cairo 1.0, ça va être assez ouf. Mais oui, tu as raison, c'est complètement un challenge. C'est le nerf de la guerre. On a besoin d'attirer les builders. C'est ça, dans Massa, on a choisi un peu la contraposée de ça. On a pris en compte ce point-là et on s'est dit on va essayer de réduire cette barrière d'entrée le plus possible. Et on a pris littéralement dans la liste des langages les plus populaires le premier qui avait du sens. Ouais. C'est des langages les plus utilisés, les plus connus. Ça se tient comme approche. Voilà, on est tombé sur TypeScript. Il y a Agoric qui a fait la même approche sur Cosmos aussi. Je ne sais pas si tu connais, mais ouais, ils avaient fait la même approche. Voilà, donc c'est un peu l'idée et comme ça on attire plus facilement les développeurs vu qu'ils savent déjà développer. C'est une bonne stratégie. Ouais. Par contre, la contrepartie, bien sûr, c'est qu'on n'a pas cet aspect vérification formelle encore, même s'il y a des travaux qui sont en cours sur la formalisation du langage.
Très cool. Et il te reste encore un petit peu de temps, Abdel, ou tu vas devoir 2 filer là? minutes. Ouais, 2 minutes, vas-y. Ouais. Ok. Bah, dernière question pour clôturer là-dessus, et je m'excuse du coup, Damien, on a vachement monopolisé la parole, mais de toute façon, tu es toujours le bienvenu chez nous. C'est si Ethereum résout le trilemme, El Famoso, sécurité, scalabilité, décentralisation, quelle est la valeur ajoutée de Massa, par exemple? Aujourd'hui, vous y avez forcément pensé. Non, non, mais attention, vous y avez forcément pensé. Du coup, aujourd'hui, vous allez militer pourquoi? Pour vous créer une place et ajouter de la valeur dans cet écosystème crypto. Ah, je croyais que tu me posais la question à moi, c'est pour ça que je disais. Ah non, 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 t'es fou. T'es fou. C'est chaud si tu poses cette question-là, ok. Non, non, c'est pour Damien. Ouais. En termes de Layer 1, la question c'est est-ce qu'il y a encore de la place malgré les développements qui arrivent, etc. Moi, j'ai envie de dire oui. Déjà, on observe vraiment que toutes les Layer 1 pratiquement existantes sont pratiquement toutes saturées en termes de transactions. Il y a beaucoup de charges sur toute la Layer 1. Du coup, rien que juste forquer une Layer 1 existante, ça a déjà sa place, en fait. Mais pour aller au-delà un petit peu, Abdel avait mentionné l'idée de se passer un petit peu de VM. Eh bien, si on prend Ethereum, par exemple, ils vont avoir la lourde charge de rester rétrocompatibles. D'avoir, malgré leur legacy qui est énorme, de devoir avancer. Alors bien sûr, ça c'est un argument qui est temporaire, c'est-à-dire que le jour où Massa aura 10 ans de legacy, on pourra dire ça de nous aussi. Mais pour l'instant, là, on est dans une phase un peu pivot, où les Layer 1 changent beaucoup, et on a la chance de ne pas avoir de legacy. Donc, on a la chance de pouvoir construire from scratch. Et c'est ce qu'on a. On a pris cette chance. Donc, on a fait fi un peu de VM. On a construit notre propre système, mais sur des standards existants. Donc, on n'a pas tout réinventé. On est parti sur du WebAssembly pour l'interpréteur et des langages TypeScript qui sont connus des développeurs. Et on a rajouté des features intéressantes. Par exemple, on a un aspect asynchrone dans l'exécution des smart contracts. On est la seule blockchain qui autorise les smart contracts à se réveiller d'eux-mêmes dans le temps, à dire, par exemple, dans 5 blocs, je veux me réveiller pour exécuter telle fonction. Ça, c'est impossible ailleurs. Donc là, on a mis ça en place. On a aussi, on évoquait tout à l'heure, la capacité de stockage intermédiaire, haute sécurité, haute disponibilité, on-chain, donc avec les mêmes garanties de sécurité qu'ailleurs. Donc avoir du vrai Web3 qui est hébergé vraiment sur la blockchain, avec les mêmes garanties que les smart contracts eux-mêmes. Et donc, ça, c'est les ajouts en termes de valeur. Bien sûr, pour être compétitif, il nous a fallu également passer à l'échelle. Donc là, on atteint un maximum théorique d'à peu près 10 000 transactions par seconde. En pratique, dans le testnet, on est arrivé en floodant le système à peu près 3 000 transactions stables avec un coefficient de Nakamoto supérieur à 1000. Donc, voilà, donc ça, on en est assez fiers, on a battu des records là-dessus. Bravo pour ça. Et donc là, on passe aux étapes suivantes. On va regarder, continuer à innover. Il est encore temps de changer les choses, il est encore temps de construire. Donc, la notion d'account abstraction, en fait, j'ai l'impression qu'on avait un petit peu co-découverte. Je n'étais pas au courant que Starkwave le faisait. Et on l'avait co-découverte du côté de Massa. On avait déjà une spec écrite, ça ne correspondait pas parfaitement, mais comme quoi il y a des innovations à faire et on va continuer là-dessus. Donc, l'idée, c'est d'avoir des account abstraction, d'avoir du site web décentralisé, des smart contracts autonomes, un langage facile d'utilisation, parce que sans ça, on n'a pas la décentralisation, si on se réserve à une élite développeur. Et donc, plus profondément, si Ethereum aujourd'hui arrive à faire en sorte d'avoir une scalabilité parfaite, imaginons qu'ils aient une scalabilité parfaite, qu'ils sont la blockchain ultime, qu'ils ont résolu même le privacy, qu'ils ont tout résolu, eh ben, ils auront quand même leur legacy. Ça prendra du temps de s'en débarrasser. Et là, on prend un peu une longueur d'avance sur cette legacy. Alors, traduction legacy pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est le code existant. Quand vous créez une application, un site web avec base de données, application, etc., bon, bah, ça s'accumule. Tout ce code s'accumule. Ces dépendances entre les différents codes s'accumulent. Et donc, pour la maintenance et la rétrocompatibilité, ça devient de pire en pire. Alors que quand tu lances un nouveau projet, bah, tu n'as pas à entretenir une machine à gaz, tu pars d'une feuille blanche, donc ça facilite forcément les évolutions. Et ce problème de legacy, il est démultiplié dans la blockchain, parce que dans un système classique, au bout d'un moment, vous pouvez dire, OK, on s'en bat les couilles, on n'a pas besoin de supporter Sauf que dans la blockchain, vous devez être capable d'exécuter des blocs depuis le Genesis. C'est-à-dire le code qui est exécuté, vous devez l'avoir, et vous êtes piégé avec ça. Donc ça, c'est un énorme problème, qui fait que c'est démultiplier le problème de legacy, ça c'est clair. C'est très intéressant. C'est exactement ça. Et porter du code qui est déjà stocké et sur lequel on n'a pas accès aux gens qui l'ont créé, c'est impossible.
Voilà. Bah écoutez, messieurs, on est sur 1h20 de live. C'est sympa, ça va faire un beau format pour YouTube. Pour cette première édition, on parle de décentralisation. On en reparlera entre nous, avec du Bitcoin Maxi, peut-être, d'autres visions aussi, peut-être des gens qui sont pro-monolithiques, parce qu'il y a quand même des offres monolithiques intéressantes qui arrivent. Il n'y a pas que Solana sur ce terrain-là. On entend parler dessus et Aptos notamment. Côté Layer 2, on aura l'occasion de refaire le point. De toute façon, il y a plein de sujets. Vous l'avez compris, que ce soit sur Twitch et en rediffusion sur YouTube, on va de plus en plus proposer des débats sur des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Et j'essaierai d'inviter des expertises sur ces différents sujets pour pouvoir répondre à nos questions. Je m'excuse le chat de ne pas plus avoir interagi avec vous. Voilà, on a essayé d'interagir avec vous quand même, mais on essaie de structurer un petit peu la chose. On se retrouve sur la chaîne de Coin Academy pour la rediffusion. Je vous l'affiche à l'écran dans 2 secondes. Attendez, je la prépare. Hop. Là, on va essayer de vous proposer pas mal de contenu là, pendant les vacances et après les vacances. Juste ici. Je vous la mets dans le chat. On est bientôt à 3000 abonnés. Si jamais vous voulez aussi un échange vis-à-vis des différentes options de Layer 2, j'ai fait une interview en seul à seul avec Abdel. Et si vous voulez un petit peu plus d'informations sur Massa, j'ai aussi fait une interview avec Damir. Donc, vous les verrez souvent sur la chaîne. Ouais. Pour une fois qu'on a des francophones qui connaissent bien leur sujet technique, ça fait plaisir. Les autres qui nous écoutent, voilà, si vous êtes builder dans l'écosystème et que vous avez de la valeur à apporter pour vulgariser certains sujets, sachez que vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter. Messieurs, et n'oublie pas de faire un appel à nous follow, y compris Damir qui est sous-côté sur Twitter. Il faut que tu te boostes un peu sur Twitter. Un petit follow, ouais. Après, il n'est pas tweetos, Damir. Je sais, moi non plus à la base, mais c'est important. Toi, tu deviens le tweetos. Attends, je le mets dans le chat, ton Twitter et celui de Damir avec grand plaisir. Et la personne qui a dit qu'il n'y a pas de rancune et que c'est bien Starken, prouve-le-moi et mets dans ton Twitter le loup et l'étoile qu'il y a dans c'est le symbole de Starknet. Prouve-le-moi, mec. Excellent. Je vous mets Massa aussi. Et je voulais dire dernier pour la seed phrase. Et moi aussi, Capet. Ah oui, la seed phrase, il y en a des gens qui l'ont vidé apparemment. Ouais. Yes. Voilà. Merci encore une fois. Je vous dis à très vite, messieurs. Vous êtes toujours les bienvenus sur Twitch. Et pensez aux petits likes, ceux qui nous écoutent sur YouTube. Ciao tout le monde. Merci. Salut. Merci,